Oui, alors bonjour André, je t'appelle pour un interview, donc pour mon groupement le RDO, et j'aimerais que tu nous parles de Charles Richet qui est malheureusement peu connu de nos jours. Voilà, donc si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, Charles Richet était un personnage très important à son époque, donc je parle entre le 19e et le 20e siècle, puisqu'il est mort en 1935, juste à la veille d'ailleurs de la Deuxième Guerre mondiale, et il a connu la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que c'était un physiologiste qui a eu un prix Nobel pour un phénomène qui s'appelle anaphylexie, c'est-à-dire le choc qu'on reçoit immunitaire avec certains produits qui peuvent même tuer les personnes, etc. Donc il avait eu le prix Nobel à ce titre. Et ensuite il avait joué un rôle important au cours de la Première Guerre mondiale quand il était intervenu diplomatiquement. Il avait été envoyé en mission diplomatique. Donc c'était un vrai personnage à son époque. C'était aussi un franc-maçon. Il faisait partie de la Grande Loge de France. Et à mon sens, c'était un très grand homme, à tout point de vue. Et il a décidé de s'attaquer scientifiquement au phénomène parapsychologique ou psy que lui, il avait appelé le métapsychique en général. C'est l'inventeur du terme, métapsychique ? Absolument. D'accord. Donc, en fait, les premiers scientifiques à s'intéresser à la question sur les Anglais, qui créèrent la Society of Psychical Research à Londres, que j'avais d'ailleurs été les voir, et ces Anglais, en fait, tenaient en très haute estime Richet, à tous les points de vue. Il y a des gens comme Crookes, quand même, l'inventeur du tube de rayon X, etc. Et bon, je simplifie, je vais très vite là. Mais bon, Richet était même président de la SPR à Londres avant que se crée l'Institut métapsychique international à Paris, avec la lapide de Mécène. D'accord. Et Charles Richet a-t-il étudié des grands médiums de l'époque comme Eusapia Palladino par exemple ? Oui, absolument. Il avait fait plusieurs séances avec les grands médiums. Il avait tiré les mêmes conclusions que Crookes en disant qu'effectivement, il y avait là des phénomènes inexplicables. Et à la suite de ça, vers la fin de sa vie, en 1923, il publie le traité de métapsychique, qui à mon avis est une œuvre maîtresse, et dans lequel il répertorie finalement tous les phénomènes paranormaux, psy, métapsychiques, etc. Il les répertorie, et pour moi, c'est une œuvre insurpassée. D'accord. Je voudrais revenir un petit peu sur les médiums qu'il a étudiés à cette époque-là. Je crois qu'on appelait des médiums à idéoplastie ou téléplastie, je ne me rappelle plus le terme, c'est-à-dire qu'ils provoquaient des ectoplasmes. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur ces ectoplasmes. Au niveau des ectoplasmes, il y avait des moulages, je les toujours à l'Institut métapsychique, et ces moulages, effectivement, étaient des moulages des ectoplasmes qui sont totalement impossibles à faire, à imiter. Donc c'est vraiment des pièces uniques, et effectivement, qui démontrent la réalité de ces ectoplasmes, sachant qu'à partir de là, on pouvait faire plusieurs interprétations possibles, un peu c'est ce que pensait Richet. Et est-ce qu'on connaît le protocole que Charles Richet utilisait pour étudier cela ? Tout ça est dans les revues de l'Institut. Tout est expliqué soigneusement dans les revues, et c'était vraiment très très soigné. Tous les protocoles qu'il utilisait, c'était quand même des scientifiques qui étaient là-bas à l'Institut, sous l'égide de Richet. Richet a été président de cet institut avant sa mort. Et moi, j'ai contribué un petit peu à essayer de remettre sa mémoire en rééditant 2 livres de lui. Le traité de métapsychique, que j'ai réédité en 1994, et ensuite notre 6e sens. Alors théoriquement, je devais avoir l'appui de l'Institut métapsychique international, mais une espèce de cabale s'était montée à l'intérieur de l'Institut, et finalement, j'ai jamais réussi à avoir l'appui. D'ailleurs, tu étais là, tu as vu un peu ce qui s'est passé. Je me souviens. En fait, il y a eu un détournement de ce que l'Institut avait encore comme un moyen, puisqu'il y avait un appartement qui était Place Wagram. Il y avait des tableaux médiumniques, et donc tout ça a été détourné par une petite bande, qui se sont qui ont pris tout cet argent, et puis ensuite, l'Institut maintenant doit être dans un machin en location, tout ça. Je veux dire, il y a eu une dégradation de l'Institut parce qu'il n'y a pas eu de gens qui finalement ont voulu continuer dans ce que préconisait Richet. Et je voudrais savoir, Charles Richet a abouti à quelle conclusion suite à toutes ces observations et ces études ? Ces conclusions, on les a dans les traités de métapsychique.
métapsychique. Il donne les conclusions à la fin du réveil métapsychique, il donne ses conclusions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je vais reprendre ma maison d'édition parce que malheureusement ça n'avait pas fonctionné trop au niveau financier, c'était quand même difficile puisque j'étais tout seul. Et donc là je vais la reprendre, je vais recommencer à rééditer l'œuvre de Richer. Donc on pourra acheter le traité à nouveau de métapsychique. Absolument. Le traité sera de nouveau disponible, notre sixième sens. Ensuite, je vais rééditer un livre comme L'avenir et la prémonition et d'autres ouvrages qui me paraissent fondamentaux. Alors, ce qu'il faut savoir, oui. Oui, pardon, j'ai quand même une question pour nos auditeurs. C'est parce que tu renvoies sur le livre, mais est-ce qu'on peut dire en quelques mots quand même ce que pensait Charles Richer de tous ces phénomènes? Moi, ce qui me paraît le plus important de ce que pensait Charles Richer, il pensait justement que pour l'instant, il n'y avait aucune hypothèse valable pour expliquer tous ces phénomènes-là. Lui, il aborde plusieurs possibilités, donc en particulier une qui a énervé tout le monde, c'est-à-dire l'intervention d'entités surnaturelles. Oui. Il l'aborde, il n'hésite pas à en parler, il dit qu'effectivement ça pourrait être fort possible, il le dit clairement, et ça a évidemment énervé tout le monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la mort de Charles Richer, on n'a pas avancé. Tous les gens qui racontent des tas de salades comme quoi la parapsychologie ci, la parapsychologie mi, sont des menteurs. On n'a pas avancé. Ah, carrément. On n'a pas avancé pour la simple et bonne raison que par rapport à toutes les expériences qui avaient été menées dans l'Institut métapsychique sous l'égide de Charles Richer, on n'a pas fait mieux. Inclus que lui, il avait développé des protocoles qui ont été repris après par Rhine, bien plus tard. Il avait développé les protocoles mathématiques et tout ça. On n'a pas fait mieux que Charles Richer. Et les conclusions de Charles Richer disaient qu'il faudrait reprendre tout le problème avec un esprit neuf pour pouvoir avancer. Voilà ses conclusions. D'accord, donc ça va quand même loin au niveau des entités surnaturelles, mais il se prononçait pas sur l'origine des entités. Il disait pas, par exemple, je sais pas, c'est des spectres de l'au-delà, c'est des créatures. Lui, il disait qu'en fait, la constitution de l'univers était bien plus complexe et nous était bien plus masquée. Au final, Charles Richer était un platonicien. Il faut rappeler l'histoire de la caverne. En fait, la caverne qui est éclairée par le soleil de la vérité. Et en fait, les hommes qui vivent dans cette caverne, c'est ce que explique Platon dans la République, ils voient des ombres au fond de cette caverne. Parce qu'ils ne regardent pas le soleil de la vérité. Ils tournent le dos et en fait, ils ne voient que les ombres. Donc, en fait, c'est un petit peu ça que Richer concluait. Richer concluait au final que cet univers qu'on pensait que tout à fait clair, etc. Il faut penser qu'on est à l'époque du triomphe, littéralement, de la physique newtonienne, de Newton. Donc on commence à émerger le nouveau paradigme avec Einstein, avec Heisenberg, etc. Le nouveau paradigme relativiste quantique, etc. Mais il émerge à peine. Par contre, effectivement, souvent à cette époque-là, tout le monde croit que tout est clair. Oui. Et aujourd'hui, évidemment, on voit que les choses sont plus complexes. Donc, lui disait que derrière tout ça, il y a tellement d'anomalies. Bon, par exemple, dans notre sixième sens, ou dans l'avenir à condition en particulier, où il parle de la possibilité de prévoir l'avenir, la possibilité de prévoir l'avenir, ça remet entièrement en question toute notre vision du temps et de l'univers dans lequel on vit. Oui. Ça change énormément de choses. Ça remet en question énormément de choses. Donc, Richer était un personnage prudent, qui a regretté de ne pas avoir plus de temps pour aller de l'avant, donc malheureusement, évidemment, il a été pris par le temps, et qui a été très honnête. C'est vraiment le personnage qui s'est intéressé à ce thème et qui a travaillé dans ce thème de cette figure le plus honnête, et aussi celui qui avait le plus haut niveau. C'est le seul prix Nobel qui se soit réellement impliqué dans la parapsychologie. D'accord. Dans la métapsychique, dans les phénomènes paranormaux, les phénomènes, etc. Oui. Il n'a pas hésité. La parapsychologie, le mot avait existé déjà en son temps. Hein. Oui. Il avait choisi le mot métapsychique. Mais il disait que même le mot métapsychique n'expliquait rien. Oui. Il fallait bien donner un nom à tout ça. J'ai une autre question. Aujourd'hui, donc au XXIe siècle, pourquoi il n'y a plus de médiums à ectoplasme comme à l'époque, alors qu'il y a pourtant une explosion de médiums à tous les coins de rue, puisqu'on voit beaucoup de gens se disent... Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Ah, c'est faux. Alors, est-ce qu'on peut savoir... médiums qu'à l'époque de Richer, autant sinon plus, mais le problème, c'est que l'intérêt est perdu. L'intérêt est perdu. Donc il y a encore des gens aujourd'hui... Attends, il y a encore aujourd'hui des gens qui produisent des ectoplasmes. Oui, tout ça existe encore aujourd'hui. Il existe dans des petits cercles spirites en particulier. Mais disons, le problème qu'il y a, c'est que quand tu ne tiens pas de résultat, tu n'arrives pas au bout d'une énigme, au final, au bout d'un certain temps, tu abandonnes l'énigme. Oui. Et un abandon,
Les gens abandonnent, ils ne vont pas rester là toute leur vie, collés à une énigme qu'ils ne peuvent pas résoudre. Donc une fois que tous les constats ont été faits, et les constats ont été faits scientifiquement depuis longtemps, il faut insister là-dessus. Après, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu peux rien faire de plus. Oui, attends, je te rappelle, je perds l'appel, on n'entend plus bien, hein. Je te rappelle tout de suite, hein, pour continuer. Ah oui, bien sûr. Je m'excuse, à tout de suite. Voilà, c'est bon. Oui, ça y est, ça s'éloignait, oui. Oui, donc il y a toujours il y a toujours des médiums, donc dans les petits cercles spirites, on va dire discrets, qui produisent des ectoplasmes. Dans le monde entier. Ces phénomènes-là existent toujours. Ils n'ont pas changé puisqu'ils font partie de la nature humaine. Et pourquoi à ce moment-là les médias de presse ou les médias, j'entends spécialisés, hein, qui s'intéressent au paranormal, n'en parlent pas? On en voit très peu, hein, ou pas du tout. Parce qu'il y a eu un problème sur tous ces effets médiumniques, c'est qu'il y a eu de la tricherie. Beaucoup de médiums, quand ils n'arrivaient pas à produire l'effet voulu, trichaient. Mais c'était pas eux qui trichaient, c'était leur inconscient, en quelque sorte, qui les poussait à la tricherie. Donc il y a eu une espèce d'évaluation, en quelque sorte, une perte de confiance par rapport à tout ça, et ça s'est ressenti. Richer, lui, n'a jamais abandonné ses recherches, parce qu'il était conscient des tricheries, il l'a expliqué. Mais il disait, écoutez, dans tout phénomène, il peut y avoir des tricheries. Et c'est à nous, scientifiques, de faire la part des choses. Donc toute cette posture, de toute façon, Richer, c'est le plus grand scientifique qui se sont intéressés à ça. Pour moi, il n'y a pas l'un doute. C'est pour ça que j'ai voulu rééditer son œuvre. Et aussi, c'est aussi celui qui est le plus critiqué, parce qu'il n'a pas hésité à dire des choses qui ont déplu. Comme par exemple le fait qu'il était possible que des entités non corporelles, surnaturelles, puissent intervenir dans ces phénomènes-là. Ça a déplu à tout le monde. Oui, je pense qu'il avait raison. J'ai une question encore. Je me souviens, en ayant lu le traité de métapsychique dans les premières pages, Charles Richer dénonce en quelque sorte l'habillage culturel que peut donner les religions aux entités en question. Donc lui, je crois, il était pour une approche laïque, en quelque sorte, du problème pour éviter les erreurs. Est-ce que c'est ça? Non. C'est pas du tout ça. Lui, il était pour une approche scientifique. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Parce que la laïcité, c'est aussi une idéologie. Oui. Pourquoi veux-tu que la réalité soit laïque? Oui, c'est vrai. Donc quand on dit laïque, c'est-à-dire en dehors du fait religieux, voilà, simplement. D'accord. Oui, non, mais en dehors du fait religieux, ce n'est pas possible, puisque le fait religieux est concomitant à l'être humain. Oui, tout à fait. Et Richer le dit clairement. Richer constate les choses. Il agit comme un scientifique, mais il ne veut pas se prendre à l'intérieur de l'interprétation religieuse. Oui. Il veut rester libre de l'interprétation religieuse. Mais c'est pas pour ça qu'il est laïque. D'accord, tout à fait, c'est intéressant. Et est-ce que on connaît, le protocole, par exemple, pour obtenir des mains paranormales dans un bain de paraffine? Là, récemment, on a tenté de faire une expérience à ce niveau. On a donc acheté de la paraffine qu'on a fait fondre dans une marmite et on a essayé donc de se concentrer pour obtenir un résultat. Bon, en fait, on n'a rien obtenu. Hein. Donc, est-ce qu'il y avait comment le médium s'y prenait pour justement avoir ce gant de paraffine dans l'eau? L'important dans cette affaire, le plus important, c'est la conviction. En fait, beaucoup de phénomènes paranormaux se produisent autour d'une conviction de la personne qui les produit. D'une conviction, cette conviction, oui. Dans le mouvement spirit, elle existe. En dehors du mouvement spirit, elle n'existe pas. D'accord. Donc il faut qu'il y ait un cercle de type spirit. D'ailleurs, moi, j'avais été invité dans des cercles spirit et effectivement, j'avais constaté ces phénomènes-là. La totalité des phénomènes expliqués par Richer dans le traité, je les ai vus, je les ai constatés, mais j'ai pas pu en tirer plus de conclusions que ça. Je n'ai pas plus de conclusions que Richer, quoi. Je travaille, moi, dessus, personnellement, sur toutes ces questions, pour voir un petit peu jusqu'où je peux aller dans l'analyse, puisque je suis basiquement scientifique. Mais c'est complexe, et puis bon, quand t'as pas de moyens, quand t'es seul, etc., c'est pas toujours évident. Oui, c'est pas évident, oui, tout à fait. En tout cas, c'est très intéressant. Et toi, en tant que chercheur, les ectoplasmes, c'est quoi? Voilà, comment on arrive à produire cette substance qui se solidifie quelquefois ou qui disparaît ensuite? Moi, j'arrive à la même conclusion que Richer là-dessus. Je pense que c'est Richer qui a raison. C'est en fait une émanation de
quelque chose que nous pouvons produire. Que nous pouvons produire. Alors c'est un peu une vision platonicienne, une fois de plus, que Platon, je crois, disait que les idées pouvaient se matérialiser, ou je me trompe? Platon, c'est plus complexe que ça, mais bon, on va dire que d'une certaine manière, c'est une vision dans l'optique platonicienne. De l'optique, oui. Voilà. Alors là, j'ai une question à te poser. Tu sais que on étudie les orbes dans mon groupe depuis bientôt presque 10 ans, et on s'est aperçu que lorsqu'on est justement en condition, en se mettant dans un état de méditation et sereinement, on peut avoir des orbes. C'est-à-dire, on a des orbes très brillants, colorés comme si la personne les appelait inconsciemment ou consciemment, se mettait en tout cas en harmonie avec, ou alors est-ce que la personne pourrait les produire comme le médium produit un ectoplasme? Voilà ma question. Est-ce que c'est parallèle? Non, les orbes sont un phénomène complètement différent. Parce que, disons, l'ectoplasme est une émanation d'une substance que produit le médium en quelque sorte, qu'il produit lui, tandis que les orbes me paraissent plutôt liés à la constitution même de notre univers. Ah d'accord. C'est tout à fait différent à mon sens. Tu peux en dire quelques mots, s'il te plaît? Tu peux en dire quelques mots sur les orbes? C'est intéressant. Si tu peux développer les orbes, je suis en train d'étudier la question. Moi, t'avais déjà affirmé à l'époque que c'était un phénomène réel. Je l'avais dit plusieurs fois, que les gens qui doutent que ce soit des artefacts électroniques, etc., ça n'a rien à voir, c'est un phénomène réel. Les orbes sont un phénomène réel. Il se trouve que les appareils numériques ont plus de possibilités de les capter, mais un appareil argentique le peut aussi, et que ce soit à niveau chimique, tandis que l'appareil électronique est à niveau atomique. Mais malgré tout, c'est une question sur laquelle je suis en train de me pencher. Bon, moi je peux te dire que je vais sortir un livre qui va apporter normalement les réponses à peu près à tout, à mon sens. Et bon, bien entendu, il est dans les tuyaux depuis des années. C'est très complexe à écrire, mais je suis en cours d'écriture. D'accord. Et tu m'avais dit il y a quelques années que pour toi, les orbes étaient liés au climat, au changement climatique, ou plutôt étaient une conséquence, ou tu as abandonné cette idée depuis? Non, c'est exactement, oui, tout à fait d'accord. Pour moi, c'est lié à la constitution de notre univers, et en fait, c'est que nous, on interagit de plus en plus lourdement sur notre univers, donc en particulier, pas tellement... Le changement climatique, il faut dire tout de suite, il n'est pas anthropomorphique, il n'est pas dû à l'activité humaine. Le changement climatique est dû au cycle solaire, donc tout ce qu'on raconte sur le changement climatique, il faut arrêter ça et tout ça, c'est des stupidités totales. Le changement climatique est dû au cycle solaire, et nous rentrons dans un cycle solaire plus chaud. Donc en fait, quand on regarde bien, il y a eu des réchauffements climatiques très importants dans le passé, il n'y avait pas d'industrie. On pense en particulier au réchauffement climatique qui s'est produit au Moyen-Âge, qui avait affecté tout le nord de l'Europe, qui avait permis d'ailleurs aux Vikings de coloniser le Groenland. Le Groenland était une terre tout à fait verte et chaude. Et donc il n'y avait pas d'industrie. Donc ces cycles solaires, c'est ça le changement climatique. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on produise du carbone, puisque le carbone qu'on produit, c'est ridicule. Ah voilà. C'est ridicule. Oui. Par rapport à la composition atmosphérique. D'ailleurs, si les gens veulent le chercher un petit peu, ils trouveront sur Internet énormément de scientifiques qui contredisent cette thèse. La thèse défendue par le GIEC. Alors c'est très intéressant parce que j'ai rencontré une personne qui était ingénieure également à la retraite et qui me disait que c'était effectivement une stupidité de penser que c'était l'homme qui était responsable de tout ça, étant donné que l'activité de l'homme par rapport à la planète, à son gigantisme, était infinitésimale. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, et il me disait que pour lui, les gens les groupes de pression qui dénoncent les activités industrielles et l'homme étaient en fait des groupes purement politiques qui avaient d'autres desseins que de sauver la planète en réalité. Alors voilà, en gros, c'est... Ah, tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord? Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, il y a un point sur lequel l'activité de l'homme, effectivement, est déterminante, dont on ne parle pratiquement jamais, c'est l'activité électromagnétique. On génère, à travers les transmissions, les émissions de télé, de ceci, de cela, on génère une activité électromagnétique hyper importante sur toute la planète. Et c'est l'interaction de cette activité électromagnétique avec le milieu ambiant qui est une des explications des orbes. Ah bon, c'est très intéressant. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, si on pouvait visualiser les ondes qui nous entourent, on ne verrait pas grand-chose autour de nous. On serait dans un maillage, je pense, inextricable. Alors, si on pouvait il suffit de comparer,
si tu veux, la production naturelle de ces ondes, oui. En termes énergétiques, et la production par l'homme. Et la production de l'homme est des milliers de fois supérieure. Oui, parce qu'entre lui en fait, et le reste... dans ce cas, on affecte le milieu. D'accord. Et est-ce qu'il peut avoir une influence néfaste sur l'être humain, le fait d'être baigné dans ces ondes continuellement ? Oui, mais attention, l'être humain est une machine complexe qui est capable de résister à beaucoup de choses. D'accord. On le voit dans beaucoup de cas. Donc on résiste malgré tout à toute cette pression, mais paradoxalement, le milieu ambiant, lui, pas trop. D'accord. Donc on a par exemple aujourd'hui, on voit que par exemple les oiseaux migrateurs qui ont une espèce de boussole intérieure, il semblerait qu'il y ait de plus en plus de problèmes pour qu'ils puissent se repérer correctement. D'accord, dû à cette activité électromagnétique. D'accord. Activité intense, qui est énorme, faut pas l'oublier. Et par rapport aux orbes, pourquoi cela jouerait sur les orbes ? Est-ce que les orbes seraient sensibles à l'électromagnétisme pour toi ? Non, c'est la structure. L'orbe, en fait, c'est un épiphénomène de modification de notre structure du réel. Oui. C'est exactement ça. Donc, le structure du réel se modifie sous l'action de ces ondes, en quelque sorte, de ces émanations électromagnétiques humaines, et à ce moment-là, il se produit des distorsions. Oui. Les orbes, ce sont des distorsions. D'accord. Des distorsions de quoi ? De la réalité ? C'est ça que tu veux dire ? De la réalité même. C'est donc beaucoup plus problématique et beaucoup plus dangereux que n'importe quel réchauffement climatique. D'accord, parce que les orbes, il y en a quand même de plus en plus, enfin on en voit partout, on dit qu'il y en a vraiment partout aujourd'hui. Alors que penses-tu des détracteurs des orbes qui disent que c'est de la poussière, que c'est des artefacts optiques, parce que c'est vrai que si on prend une poussière de près, on dit que l'appareil photo va défocaliser, va donner un cercle. Mais bien entendu, moi je pense que évidemment que tous les orbes ne sont pas des artefacts, mais toi est-ce que tu aurais un argument à nous dire pour démonter l'hypothèse sceptique qui dit que ce sont des artefacts optiques? Le problème, c'est que d'abord, ce ne sont pas des artefacts optiques. Oui. C'est des modifications électroniques. Ça se situe à un niveau quantique ou électronique, et là, on n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication. Est-ce que tu penses que ça peut se situer à l'intérieur de l'appareil photo quelquefois, au moment où le capteur CCD va faire ce qu'on appelle j'oublie le terme, André, la décharge, là, tu sais, il y a une décharge électrique qui permet à la photo de se créer et qui tombe dans des micro-puits à l'intérieur du capteur CCD. Le transfert de charge, je crois que ça s'appelle. Disons que ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette modification du milieu ambiant sous l'effet des ondes électromagnétiques produites par l'humanité, elle touche le substrat du réel, le réel en profondeur. Donc, elle pourrait affecter effectivement l'appareil de photos, mais disons, ça n'a pas d'importance. C'est que l'appareil de photo soit affecté d'une manière ou d'une autre, soit parce que ce phénomène de désitement de la réalité se produit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça change rien sur le fond. Oui. Alors, aujourd'hui, tu parles de physique quantique. Est-ce qu'on peut dire que le réel, en fait, tel qu'il est autour de nous, est irréel et qu'il y a en fait une réalité multiple, multidimensionnelle, que tout ce qui est autour de nous est illusion, il n'est que réel parce que nous sommes à cette échelle humaine. Donc pour nous, tout ça, c'est le monde de tous les jours, donc que nous côtoyons tous, mais qu'en fait, que ce monde de tous les jours est une illusion. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que c'est non, pas du tout. C'est-à-dire, en fait, le monde dans lequel nous trouvons est unique et réel, mais il est en quelque sorte constitué de différentes couches. D'accord. En fait, de réalité. Et chaque couche entraînant plus ou moins une certaine dose de réalité, qu'on pourrait appeler un quantum énergétique de réalité. C'est un concept que j'essaye de développer, mais c'est compliqué, et qui pourrait affecter la totalité du réel à tous les niveaux. Mais avec des niveaux de réel qui seraient en quelque sorte plus ou moins réels, l'intensité du réel en quelque sorte, c'est ça le terme exact. L'intensité du réel, il va croissant ou décroissant. D'accord. Donc, ce quantum de réel, en gros, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on puisse changer de réalité par ce phénomène, de trouver un portail quelque part, un puits ou un passage et passer dans une autre réalité? Est-ce que c'est faisable pour toi? Non, on passerait pas dans une autre réalité. On passerait dans une autre
facette de la réalité. La réalité est unique. Ah, une autre facette de la réalité. C'est-à-dire... Ce qui reviendra au même, en fait, d'un certain point de vue. C'est exactement un peu comme, pour prendre une analogie du point de vue terrestre, quand tu changes de pays, en quelque sorte. Tu es toujours sur Terre, mais si tu vas dans certains pays, le dépaysement, c'est le cas de le dire, peut être très fort. D'accord. Très important. Donc là, tu passerais dans des facettes différentes du réel, mais en même temps, comme c'est un peu complexe, parce que ça affecterait ta propre structure, donc à ce moment-là, ça impliquerait toute une technologie, puisque je pense avoir les principes de cette technologie. Cette technologie nous permettrait de voyager dans la totalité de l'univers de manière instantanée. D'accord. Ça reprend un petit peu l'idée de portail. Le portail qui joue un rôle pour passer d'un point à l'autre de l'univers. Oui, ouais, je vois. Et l'univers est très complexe. Ça veut en fait, ce qu'on a l'impression que nous, les lois telles qu'elles existent sur Terre, peuvent très bien être très différentes dans un autre point de l'univers. Si tu as des millions d'années-lumière, on verra peut-être une autre chose. Donc en fait, c'est un petit peu le changement complet de paradigme. À ce moment-là, on devient libre. Aujourd'hui, on est un petit peu enchaîné dans une Terre qui se surpeuple, etc. Donc on a peut-être la possibilité d'accéder à quelque sorte à ces autres facettes du réel et s'installer absolument dans tout l'univers. Donc à ce moment-là, le problème de surpopulation ne se pose pas trop. Oui. En fait, le mode de propulsion classique pour le voyage interstellaire qu'on imaginait encore dans la science-fiction avec les fusées des années 50, ça c'est 60, c'est terminé. Là, en fait, on se rend compte que le moteur fusée est insuffisant pour explorer l'univers puisque c'est extrêmement lent et il y aurait donc d'autres technologies à découvrir et d'autres manières de faire en quelque sorte pour voyager autrement. Voilà, dans l'univers. On peut dire ça. Voilà, c'est-à-dire, en fait, moi je crois que le destin de l'humanité, c'est d'apporter la conscience à la totalité de l'univers. Et pour ça, il faut pouvoir s'y déplacer, bouger dans cet espace immense, parce que à ce moment-là, on apporterait en quelque sorte, on est le reflet de l'être suprême, et on peut apporter cette spiritualité. C'est notre destin, c'est ça que l'on doit faire. Et non pas s'entretuer joyeusement un peu partout, quoi. Oui, parce que là, l'homme est quand même un barbare, quelque part. Quand on voit toutes ces guerres et tout ce qui se passe depuis que l'homme est... L'homme n'est pas barbare, l'homme est stupide. Voilà, c'est différent, l'homme est stupide, oui. L'homme est stupide parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça ne vaut pas la peine de se découper en rondelles pour avoir 3 mètres de terrain ici, 3 mètres de terrain là. On n'a qu'à voir simplement qu'il y a eu 2 guerres mondiales. Oui. Entre la France et l'Allemagne au départ, qui sont devenues des guerres mondiales, celle de 14, celle de 39. Et au final, quand on regarde la frontière entre la France et l'Allemagne, qui est le Rhin, elle n'a pas bougé. Oui. On a tué des millions et des millions d'hommes pour cette fameuse frontière du Rhin. Et finalement, aujourd'hui, c'est toujours la frontière du Rhin. Oui. Oui. Donc c'était totalement inutile. On aurait pu économiser 2 guerres mondiales quand même. Ah oui, tout à fait. D'autant plus qu'on visite, là, on a visité avec Georges, Mado, Isabelle, Corinne et son mari des sites de la guerre de 14 récemment, donc Verdun. C'est dramatique. On voit sur une toute petite portion de terrain des centaines de milliers d'hommes se faire tuer. Une technologie uniquement employée à la guerre, à la destruction, donc avec l'artillerie, le développement de l'artillerie, sur des tout petits périmètres. C'est invraisemblable. Ça m'a rappelé lorsqu'on prend connaissance de la guerre dans le Pacifique, on se tuait atrocement pour des îlots, pour des petits îlots de rien du tout. Voilà, donc l'homme effectivement est plein de stupidité lorsqu'on voit pourquoi tout ça, voilà, pourquoi parce que ça c'est des luttes de pouvoir, c'est dans le monde de la politique, ça se montre. Si les politiques trouvent des gens qui sont prêts à mourir pour eux, ils n'en ont rien à foutre, ils envoient ces gens-là au charbon. C'est ce que disait Napoléon. Il disait, moi j'ai des gens qui sont prêts à mourir pour moi, pourquoi je me priverais? Oui. Puisque Napoléon était un affreux dictateur, un crétin en plus. Dont on a toujours un culte, hein. On a un culte de Napoléon, tout à fait. vraisemblable. Oui, c'est vrai. Mais alors j'ai une question encore. Alors par rapport à l'homme stupide, est-ce qu'on peut espérer que l'humanité dans son ensemble puisse évoluer et changer justement de paradigme, puisque le mot est à la mode, le paradigme. Est-ce que vraiment on peut espérer que l'humanité dans son ensemble change réellement en profondeur et laisse cette stupidité derrière elle et avance enfin vers autre chose? Est-ce qu'on peut l'espérer? Absolument.
absolument, ce changement se produira de toute façon. Il se produira quand, justement, l'humanité verra qu'il y a d'autres possibilités. Oui. C'est-à-dire quand on aura développé une technologie nouvelle qui permettra à l'humanité de dire, tiens, maintenant, je peux aller à l'autre extrémité de l'univers en un clin d'œil, je peux faire ci, je peux faire mi, de possibilités énormes qui se mettront en route, et qu'à ce moment-là, l'humanité confrontée à ça, ça désintégrera le système actuel. Donc... Il faut penser que chaque fois qu'il y a eu des progrès technologiques, ils ont enterré tout ce qu'il y avait avant. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, personne ne viendra à l'idée de voyager à cheval. Donc malgré le pessimisme ambiant qui règne en France et ailleurs, tu restes optimiste sur le futur. Absolument, le pessimisme qui règne en France et ailleurs vient que les gens sont vieux. Sont devenus vieux. Ils sont là, ils pensent qu'à leur retraite, ils pensent qu'à des tas de niaiseries, ils sont vieux, ils pensent au foot. Leur vie est remplie de choses qui sont valeurs, sans intérêt. Oui. Donc c'est pour ça que tout dérive vers le néant. Oui. Parce que justement, à leur tête, à leur vie, c'est le néant. Quand tu dis vieux, c'est pas forcément en âge, c'est-à-dire vieux dans la manière d'appréhender les choses, de voir le monde. Écoute, moi j'ai rencontré des gens qui avaient 18 ans. Tu dois parcourir le monde, tu dois faire des tas de choses. À 18 ans, ils pensaient à leur retraite. Moi, je trouve ça invraisemblable. Oui, c'est vrai. J'ai jamais pensé à ma retraite à 18 ans. C'est un formatage intellectuel, quelque part. C'est un formatage d'une société vieillie, restrictive, où les gens sont repliés sur eux-mêmes, sont peu généreux, ils se comportent comme des vieux avant l'âge. Oui. Alors quand ils deviennent vieux, alors là, ils viennent vieux, alors là, c'est la catastrophe totale, quoi. Oui. Et en plus, c'est pour ça que, comme ils ne maintiennent pas cette curiosité, cette activité intellectuelle, etc., après, ils deviennent, leur cerveau se désintègre. C'est l'Alzheimer, c'est la Parkinson, c'est toutes ces maladies de vieillesse horribles. Oui. Et ça, c'est normal. À toi, tu penses... attends, j'ai une question. Pour toi, les maladies dégénératives actuelles du cerveau, quand tu as dit Alzheimer, Parkinson, etc., qui sont en fait de plus en plus nombreuses, les médecins disent... Enfin, les médecins, en général, il est dit que c'est dû au vieillissement de la population, qu'on vit plus vieux qu'avant, donc à des âges très avancés, à plus de 90 ans, centenaires. Donc, est-ce que c'est dû tout simplement que le corps humain n'est pas physiologiquement apte à vivre aussi longtemps, ou est-ce que c'est ce que tu dis, c'est la société qui nous abrutit et qui nous empêche de faire fonctionner en quelque sorte nos neurones et notre sens inné de la curiosité qui de inné devient complètement refoulé et écrasé par le milieu ambiant. Voilà. En fait, la durée de vie de l'homme possible, on le voit dans la Bible avec les patriarches, est de 1000 ans. Oui. On est loin de vivre 1000 ans en fait. Donc on meurt très jeune en réalité. Alors au moins au point de vue, dans la période actuelle, d'après les études scientifiques les plus sérieuses et les plus solides, l'homme a une durée de vie probable de 120 ans. Et que dans 120 ans, il n'y a aucune raison, si la vie est menée correctement, d'avoir quelque chose comme maladie. Des incidents de santé possibles, oui, mais une maladie grave, non. Et de toute façon, les ressources, le corps humain est une machine incroyable qui a été designée par les dieux, et le corps humain est capable de choses extraordinaires. Et je ne sais pas pourquoi il doit mourir misérable, grabataire, etc. C'est aussi ce qu'on appelle la malbouffe, parce qu'en Occident, on mange de plus en plus mal. Exemple. On mange plus, et ça vient aussi des influences, je pense, alimentaires américaines, du fast-food. Lorsqu'on voit la qualité de la nourriture qu'on peut retrouver dans certaines marques, je ne citerai pas au micro, c'est quand même dramatique. C'est dramatique. Oui, mais disons que ça, c'est un produit de l'industrie. C'est l'entrée de l'industrie dans l'alimentation, parce que l'Amérique est un pays beaucoup plus industrialisé que n'importe quel autre pays du monde, et donc là-bas, l'industrie est rentrée dans l'alimentation et évidemment a produit une alimentation designée par l'industrie, une alimentation dénaturée. Oui, tout à fait. Alors ça aussi, dans ce domaine-là, il faut espérer des changements. Il faut espérer des changements et qu'un jour, on en revienne à des standards alimentaires plus sains, beaucoup plus sains. Alors beaucoup de gens s'y attellent. Moi, j'ai ma propre expérience. Oui. Moi, j'ai commencé à manger bio quand j'avais 14 ans. Oui. Et moi, j'ai vu, à 14 ans, dans tout Toulouse, il y avait un seul magasin bio, à qui tu trouvais quelques produits bio. J'ai commencé à changer toute mon alimentation, etc. Et j'ai vu quand même la progression. Aujourd'hui, tu trouves du bio, tu as des rayons bio assez importants dans tous les supermarchés de France. Le gars qui veut se nourrir correctement en France, il le peut. Il peut tourner le dos à l'industrie, se nourrir correctement. Si d'autre part, il ne mange pas trop de produits animaux, pas trop de viande, pas trop de choses comme ça, etc., ça lui revient pas plus cher de se nourrir bio, en fait. D'accord. Peut-être même moins.
à ce moment-là, lui, il rentre dans un système économique où il favorise, dans le bio, il n'y a que des petites entreprises. D'accord. Et on est loin de l'industrie. Et pour en revenir à Charles Richer, là qu'on a laissé un peu de côté, est-ce que Charles Richer a laissé des écrits aussi à ce propos? Est-ce qu'à son époque, il y avait déjà ce problème, il y avait un problème alimentaire qui était différent, hein, mais est-ce qu'il a préconisé de manger justement de manière saine? Absolument. Richer a laissé un livre qui s'appelle Au secours. Et dans ce livre, il y a vraiment tout un plaidoyer sur l'écologie, sur le fait de respecter le milieu ambiant, de le soigner, de se nourrir correctement, etc. Dans Au secours, il y a tous ces éléments-là. D'accord. Richer avait en fait... Richer, c'est un précurseur à tous les niveaux. Mais disons qu'il lui a manqué du temps. D'accord. Richer aurait été enchanté de vivre dans les années 50 parce que je crois que là, son génie se serait exprimé beaucoup plus. Oui. C'est une carrière scientifique incomplète parce que, bon, effectivement, il s'est attaqué à un sujet très difficile, et ce phénomène paranormal, cette métapsychique, et donc automatiquement, à partir de là, il pouvait pas, il l'a fait finalement, tout le monde est sceptique par rapport à ses conclusions. Oui. Alors qu'au finalement, au jour d'aujourd'hui, oui. On n'a pas fait mieux. On n'a pas été plus clair que Richer dans ce domaine. Et comment Charles Richer était perçu par ses alter-ego scientifiques à cette époque-là, par d'autres, est-ce qu'il était respecté ou est-ce qu'on l'attaquait pour son intérêt pour la métapsychique? On l'attaquait. On attaquait. Tous les scientifiques qui s'intéressaient à la métapsychique étaient constamment attaqués, bien évidemment. D'accord, malgré son statut, parce qu'il était quand même prix Nobel, c'était pas rien, donc il attaquait. Mais on reconnaissait son statut en tant que scientifique, mais on pensait que c'était des lubies, cette histoire de la métapsychique, à son époque. Et c'est pour ça que Richer a été très vite enterré, au niveau de sa renommée et tout ça. Moi, j'ai rencontré un des descendants de Richer quand j'avais publié, qui est d'ailleurs professeur en médecine, dans une faculté à Paris, et je voyais bien qu'il était complètement sceptique. C'était son petit-fils par rapport aux travaux de son grand-père. D'accord. Il ne comprenait pas du tout cet aspect métapsychique. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire, pour nos auditeurs, où peut-on se procurer le traité de métapsychique et le livre Le Sixième Sens? Ils sont indisponibles tous les deux parce que j'avais vendu tout à un soldeur qui a épuisé toute l'édition. Je n'avais pas les moyens de maintenir ça. Donc j'en ai encore chez moi, il me reste encore quelques exemplaires et puis je vais le rééditer. Donc dès que je vais faire un petit site, de toute façon je vais faire un site avec beaucoup de documents concernant Richer, etc. Oui. Et à travers ce site on pourra acheter les deux livres. D'accord. Plus ce que je vais rééditer. D'accord, ça sera donc notamment le traité métapsychique et le sixième sens. Voilà, il y aura le traité, il y aura notre sixième sens et l'avenir et la prémonition. Il y aura 3 livres dans l'immédiat. D'accord. Enfin, un dernier mot. Tout à l'heure, tu parlais de l'Institut Métapsychique International. Donc aujourd'hui, l'Institut Métapsychique International n'est plus ce qu'il fut. Hein, on est bien d'accord. Leur option actuelle verse plus dans une analyse psychosociologique des faits que dans une analyse purement scientifique et expérimentale. On peut dire ça? Non, mais il y a eu une trahison totale. La personne qui aujourd'hui dirige l'Institut Métapsychique, c'est un parapsychologue, il se présente comme un parapsychologue, blabla. En fait, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun intérêt. D'autre part, il y a eu un dénigrement de mon travail en tant qu'éditeur au niveau de l'Institut Métapsychique. Donc moi, de toute façon, je trouve que c'est totalement illégitime. Cet institut est totalement illégitime aujourd'hui parce que tu peux pas rentrer à l'intérieur de quelque chose qui a été créé par une personne qui s'appelle Richer, qui a pris le soin d'écrire un livre, il a eu l'argent investi, etc. Tu ne veux pas rentrer là-dedans juste pour faire ton nom et puis renier complètement cet aspect de Richer. Dans les sujets métaphysiques aujourd'hui, il n'y a rien. D'accord. Et il est beaucoup moins influent qu'il le fut, je crois aussi en termes de. Il n'est rien, c'est rien. C'est rien du tout. Le seul truc, c'est qu'évidemment, eux, ils sont rentrés là-dedans parce qu'il est reconnu d'utilité publique, ce qui leur offre pas mal d'avantages. En particulier, ils peuvent recevoir des dons et des héritages sans avoir à payer de droits, des choses comme ça. Donc, évidemment, c'est une fondation. Donc ça, ils vont pas le laisser perdre, puisqu'ils en vivent. Donc, en fait, voilà pourquoi, de cette manière, ils continuent à maintenir ça. Non pas par conviction réelle par rapport à la méthode psychique. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire aussi un mot d'un autre personnage pas très connu de nos jours, malheureusement, Émile Tizanet, le gendarme qui étudiait les maisons hantées. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce personnage? De toute façon, Tizanet, c'était comme tous les gendarmes dans les campagnes, un peu partout dans les campagnes, qui se
se heurtait à des phénomènes tout à fait bizarres à tous les niveaux. Donc il y avait le crime sans cause. En fait, il y avait des crimes qui se produisaient, que ce soit des jets de pierre, des ceci, des cela, des bouleversements entièrement de maisons, de propriétés, tout ça. Et lui, il avait constaté les faits. Et donc, il avait écrit son livre fondamental sur cette question. Mais c'était pas un scientifique. Bon, ben, lui, il constatait les faits, il donnait ça. Et aucun scientifique ne s'est vraiment penché sur ce que disait Tissonnier. En fait, il a réuni de la documentation dans ses livres, hein, et donc... C'est comme les ovnis, c'est pareil, c'est le même phénomène. Dans les ovnis, les gendarmes ont énormément de documentation, qui d'ailleurs sont passés dans le public, et le gendarme, il ne peut rien faire d'autre que de constater. Il constate, il fait les rapports et tout ça. Ensuite, après, il faut que ce soit pris en main par des scientifiques, et évidemment, tout ce travail scientifique solide n'a pas été fait. Le problème, il est que beaucoup de scientifiques, à la différence de Richer, qui rentraient dans ça sans aucune conviction particulière, comme un scientifique. Il y a un phénomène, je veux voir ce que c'est exactement, et ils rentrent et ils regardent. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de scientifiques qui le font, ça. Ils sont enfermés dans leur laboratoire, ils sont en fait en train de travailler sur une réalité fabriquée. Un laboratoire fabrique sa propre réalité et tire des conclusions de la réalité qu'il fabrique. Mais on ne peut pas dire que le laboratoire soit un moyen d'atteindre la vérité ou la réalité finale. Et à ce propos, là, d'Émile Tissonnier, lorsqu'on lit son livre, ou lorsqu'on lit le livre Les Maisons hantées de Camille Flammarion, on s'aperçoit au final que les phénomènes sont toujours à peu près les mêmes depuis bien longtemps, et qu'on tourne en rond effectivement, c'est-à-dire qu'on constate, mais on n'arrive pas à aller plus loin dans l'explication. Il n'y a que Richer qui a réussi à aller... On trouve chez les auteurs grecs et latins, excusez-moi d'interrompre, on trouve chez les auteurs grecs et latins déjà des récits du même genre, que ceux de Flammarion ou Tissonnier. Oui. Donc ça signifie bien qu'il y a une continuité dans les manifestations de ces phénomènes et dans leur particularisme, les jets de pierre, les coups dans les murs ou les jets d'objets, etc. Donc pour revenir enfin encore à Richer, c'est seul Richer a poussé en fait extrêmement loin, aux frontières du connaissable selon nos moyens humains, donc son exploration de ces phénomènes et une tentative d'explication, mais comme tu le disais, en fait, on peut pas avoir d'explication, on reste devant un mur d'inconnaissance quelque part, c'est ça, on peut... Le problème est un petit peu le même. Moi, je vais te donner un exemple qui va comprendre tout de suite. La première voiture vraiment fonctionnelle qui s'est construite, c'est la Jamais Contente, qui était une voiture électrique. Oui. Si on avait, il y a plus d'un siècle, travaillé sur cette lignée de la voiture électrique, aujourd'hui, on aurait des voitures électriques avec des batteries pas possibles, qui fonctionneraient parfaitement, etc. Et on oublierait le moteur à explosion, qui techniquement est une aberration. Ça vaut rien, c'est un moteur à explosion, on n'est pas du tout optimisé. Or, l'humanité a choisi un autre chemin pour des raisons d'intérêt. Le problème, il est dans la métaphysique, c'est la même chose. Ça n'intéresse pas, c'est pas un truc qui intéresse, parce que si les gens savent inconsciemment, surtout les gens qui dirigent cette société, savent que si on allait jusqu'au bout de tous ces phénomènes, ça provoquerait un tel changement social que peut-être qu'ils pourraient perdre leur pouvoir. Et leur pouvoir, c'est plus important que la vérité. Donc c'est pour ça que qu'on n'a pas travaillé. Si on avait travaillé sérieusement depuis un siècle aujourd'hui, on aurait beaucoup avancé, bien évidemment. Aujourd'hui, on le voit, puisque là, on a des annonces sur les batteries de voitures électriques, pour revenir à l'analogie. On a des annonces comme quoi, dans 5 ans, on aura des batteries incroyables. Oui, tout à fait. On va les avoir dans 5 ans. Si on avait commencé il y a un siècle, imagine-toi ce qu'on pourrait avoir. Oui, parce que la Jamais Contente, c'est fin 19e, ça, non? C'était fin 19e siècle? Oui, voilà, la Jamais Contente, c'est fin 19e. C'est une voiture qui avait une forme d'obus, allongée, comme ça, de cigare allongé. Et cette voiture, elle se baladait déjà à 100 km/h de manière totalement fiable, alors que toutes les voitures à moteur à explosion, c'était juste des galères. Elle tombait tout le temps en panne, il y avait toujours des tas de problèmes. Et la Jamais Contente était tout à fait fonctionnelle. Alors elle n'avait pas eu le record de vitesse à l'époque, elle avait atteint plus de 100 km/h. Alors ce qui a permis en fait la suprématie du moteur à explosion malgré ses imperfections, c'est le pétrole, j'imagine. C'est le pétrole. C'est les intérêts pétroliers, puisqu'en fait, le pétrole était dominé par les puissances anglo-saxonnes, et les puissances anglo-saxonnes voulaient développer absolument le moteur à explosion pour évidemment trouver un débouché pour le pétrole qu'elles contrôlaient déjà à l'époque. Ça me fait penser aussi ce que tu dis là à comment il s'appelait Nikola Tesla, qui aurait trouvé également un moteur dit à énergie libre qui permettrait de s'affranchir de tous les combustibles fossiles. Oui, mais il faut être prudent
sur Tesla, parce que Tesla, on le prête qu'aux riches, on lui attribue beaucoup de choses à Tesla. Oui. Et d'autre part, ce problème du moteur à énergie libre, c'est un problème beaucoup plus complexe encore. C'est un problème plus complexe. J'ai pas dit que ça n'existe pas l'énergie libre. C'est pas ça. Moi, pour prendre une analogie, c'est très simple. C'est l'analogie du bateau et de la voile. Si tu mets pas de voile, il se passe rien. Il peut y avoir un vent énorme, ton bateau il va pas bouger si tu mets pas une voile. Tu mets une voile et ton bateau va se déplacer. Donc en fait, on ne voit pas que l'énergie que tu utilises, c'est l'énergie du vent, mais est-ce qu'on la voit, non. Cette énergie, elle est là. Mais si tu ne la mets pas en évidence à travers un artefact, que ce soit un moulin, que ce soit ce que une hélice, etc., tu la vois pas fonctionner. Donc en fait, l'énergie libre, c'est tout simplement, si on met en place des capteurs adéquats, on va capter une énergie structurelle à l'intérieur de notre milieu, en quelque sorte, et de là, on va produire une transformation et on va avoir une énergie mécanique. D'accord. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le principe, je veux dire. Eh bien écoute, je te remercie pour cet entretien qui va certainement passionner nos auditeurs. Je te remercie André, merci beaucoup.